Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs et leurs équipes de direction dans la croissance de leur entreprise depuis des années. Et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur histoire, souvent leur parcours atypique, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Carl Durocher qui est à la tête de l'agence Gros. Carl est un être exceptionnel qui n'a pas peur de dire les vraies choses. Il a fait un beau cheminement personnel, entrepreneur à son tout jeune âge en construction. Il a été en Amérique du Sud pour vraiment apprendre à se connaître. Parcours vraiment inspirant. Et aujourd'hui, il est à la tête de Gros avec une belle équipe de plus de 30 personnes où il met au service les technologies pour aider les humains et les entreprises vraiment nichées dans la construction à devenir le plus efficiente possible et atteindre leur objectif de croissance. Parcours super génial et il nous parle vraiment de la culture et de l'importance de la transparence. Un bel épisode comme je les aime. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Carl Durocher de l'agence Gros, bienvenue. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Oui, écoute, on s'est découverts sur LinkedIn, les deux. Puis à un moment donné, on chattait sur une réponse quelconque. Et puis, je me suis dit, wow, ce serait le fun de l'inviter au podcast. Bien, merci encore. Puis justement, je discutais avec ton collègue à savoir comment on s'était parlé. Puis finalement, c'est grâce aux médias sociaux. Exactement. Yes. Oui, on s'est connus. Et par pur hasard, on cherchait des experts de Monday. Et là, on se connaissait, on avait prévu le podcast. Et là, Stéphanie, ma collègue, cherche spécialiste Monday. Bang, on tombe sur l'agence Gros. Puis là, on dit, hey, là, il y a des coïncidences. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Fait qu'il faut parler à Carl. Fait qu'on a commencé à chatter. Et c'est là que moi, en tout cas, on travaille ensemble. Tu nous aides beaucoup avec ton équipe. C'est extraordinaire. On va avoir la chance de découvrir un peu ce que tu fais. Puis ce que j'aime, c'est que tu le fais dans l'authenticité avec une belle culture. Tu es en hyper-croissance. Là, quand on parle d'hyper-croissance solide, fait que tu vas nous expliquer comment tu gères la complexité qui vient avec la croissance, avec ton expertise, tes outils. Mais avant de débuter, Carl, j'aime toujours connaître l'homme derrière l'agence. Donc, tu es fondateur de Gros. Mais c'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? Tu es un entrepreneur depuis quand? Donc, raconte-moi un peu ton histoire. Je pense que, en fait, j'ai clairement une expérience qui est atypique dans le sens que j'ai commencé dans le domaine de la construction. J'étais jeune. J'avais 18 ans, grosso modo. Puis, tu sais, j'ai une mère, Guylaine, qui travaille encore avec moi à l'heure actuelle. En fait, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Ça fait 2 ans. Mais elle m'avait poussé dans le cul pour partir ma compagnie de toiture. Tu sais, vraiment pas à peu près. Elle m'avait organisé mes licences à RBQ puis tout le tralala. Puis, j'ai parti cette compagnie-là, Durotoit, en 2006. Quelque chose comme ça, avec un associé qui s'appelle Xavier. Puis ça a duré 8 ans, à peu près, cette aventure-là, mais tu sais, j'étais pas vraiment aligné. J'étais jeune, je me connaissais pas réellement. Quel âge à ce moment-là, Carl? 18 à 25, je te dirais. OK, quand même jeune, pareil, pour partir seul. Vraiment, définitivement. Puis le fait que je me connaissais pas moi, que je savais pas c'était quoi ma vision, que je savais pas forcément c'était quoi mes valeurs, puis que j'avais du travail à faire en termes de croissance personnelle aussi, bien, je me suis fait propulser à l'extérieur de mon entreprise en 2014 parce que, bon, j'étais rendu vraiment, on peut se le dire, là, un boulet pour l'organisation en tant que telle. C'est là que j'ai un certain déclic qui s'est fait dans ma tête de me dire, OK, ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon de faire aussi est désalignée. Mais désalignée comment? Tu sais, dans le sens que, tu sais, là, ce que tu dis, c'est que tu n'étais pas faite pour ce type de business-là ou tu sais, comment tu le vois avec tes yeux d'aujourd'hui? Je pense que j'aurais été faite pour aucune entreprise, dans le sens que j'étais un visionnaire, mais j'avais pas les outils. Puis quand je parle d'outils, là, je parle à l'intérieur de moi pour être capable d'accomplir quelque chose positivement. Tu sais. OK. Fait que tout simple, pour plein de raisons que je ne rentrerai pas si en profondeur pour ça, parce que ça reste une grosse introspection que j'ai faite sur très longtemps. Mais à la base, je pense que les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils comprennent pas parfaitement, mais ils comprennent qui ils sont. C'est dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont pas bons, sont authentiques envers eux-mêmes, sont capables de faire face à la vérité comme qu'elle est, puis tu sais, d'affronter les choses telles qu'elles sont. Fait que moi, je faisais beaucoup d'évitement, souvent, tu sais, suroptimiste. Fait que c'est à force de faire
sais, comme de 2014 à 2016, on pourrait dire, là, 2 ans après mon divorce d'entreprise, parce que, bref, ça a été un divorce aussi. Puis c'est un deuil aussi, on s'entend par la suite, là, tu sais. Pas tant l'entreprise, honnêtement. OK. Plus un genre de deuil sur qui je pensais que j'étais. Tu sais, un certain standing, de dire, OK, moi, je suis cool parce que ça fait comme un bout chez ma business, puis, tu sais, ça arrive nord, on était quand même connus, puis blablabla, tu sais, mais c'était plus un deuil de dire, OK, la personne que je pensais que j'étais, finalement, n'était pas si cool, tu sais. C'est plus là que j'ai eu un deuil à faire. Ça a été très souffrant, là, je te le cacherai pas, pendant... j'ai vécu cette souffrance-là, justement, au Panama, je suis parti 1 an, puis... C'est ça, la décision de partir seul, dans le fond, t'es parti seul... En Amérique centrale. Exact. Tu sais, je me suis vraiment, on pourrait dire, poussé. Là. J'ai calcé mon camp, puis je suis parti là-bas pour faire un méga reset, là, je te dirais. Là. Tu sais, j'avais 250$ US par semaine. J'étais habitué de vivre dans un certain lifestyle de luxe, là, on pourrait dire. Là, j'avais plus une scène, j'avais plus tant d'amis, parce que, bref, ça avait été quand même intense comme situation. Puis c'est mes parents qui subvenaient à mes besoins, tu sais, à distance, puis qui me transféraient de l'argent comme ça. Puis le fait de vivre avec le minimum d'argent, qui était quand même pas mal là, pour là-bas. Là, le monde font ça par semaine, par mois. Moi, je l'avais par semaine. Mais ça a fait en sorte que je me suis focalisé sur 2 affaires. La lecture, fait que mon savoir-être, puis l'entraînement. OK. C'est juste ça que je faisais. Pendant comme 9 mois, 1 an, là, je faisais que ça. Es-tu resté au même endroit? Es-tu resté... Je suis resté... J'avais comme une place où est-ce que j'habitais qui était une maison extraordinaire, un coup de chance, encore une fois. Là. J'ai pu compter sur des Québécois qui habitaient là-bas, qui avaient une auberge. Puis ça donne qu'il y avait une maison juste à côté, dans la montagne, en plein milieu de nulle part, que c'était une Québécoise qui avait ça, mais qui est décédée du cancer pendant que j'étais là, mais que j'habitais chez les Québécois. Puis quand elle est décédée, ben, ils ont dit, Carl, on a besoin de quelqu'un qui surveille la maison. Fait que j'ai été habité là. Écoute, fourret de la maison, 3 chambres à coucher, 3 salles de bain à flanc de montagne, le volcan Barou en avant de moi, les couchers de soleil de Mongol. Fait que c'est là que j'ai comme fait ma... Mais tu t'es groundé, là. C'est un anglicisme, mais tu te dis, regarde, je me reconnecte avec moi-même, puis attends un peu, je réévalue les choses. Exactement. T'sais. Mais ça arrive souvent. Tu sais, parcours atypique, honnêtement, Carl, tous les gens qui viennent sur le podcast ont tous leur histoire. Tu sais, j'ai mon conjoint qui est passé, qui a vécu la guerre, tu sais, qui a quitté son pays. Il y en a d'autres qui ont eu des parcours atypiques, tu sais, souvent. Puis c'est ce qui fait, je trouve, des grands entrepreneurs. Tu sais, à un moment donné, quand tu te ressors de ça puis que tu trouves ton X, watch out. Tu sais, c'est un peu ça, là. Ouais, mais ça c'est pas là-bas que j'ai trouvé mon X. OK. C'est, je te dirais, il y a peut-être 2 ans. OK. Mais avant qu'on tombe dans... Enfance, as-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur qu'on n'a pas vraiment de... Elle a travaillé pour moi pendant un petit bout de temps là, dans les dernières années, mais on n'est pas très... on fit pas ensemble. OK. Ben, vous évoluez chacun de votre côté. C'est ça, exactement. Okay. C'est en plein ça. Puis après ça, ben, mon enfance, moi, je viens d'une famille parfaite, avec des parents parfaits. Tout a tout le temps été bien. J'ai jamais rien manqué. Fait que c'est peut-être un manque de souffrance puis de défi de vie qui a fait en sorte que j'avais une confiance en moi surévaluée puis que je voyais tout le temps les choses juste positivement. Puis rien de négatif par rapport à mon éducation, là. Mais peut-être que si j'avais vécu plus de challenges quand j'étais jeune, au lieu de me faire dire que j'étais bon tout le temps parce que j'étais bon à l'école aussi puis tout ça, ben il me manquait peut-être une coupe de tape sur la gueule, tu sais, qui a fait que quand je n'ai mangé une pour de vrai, là, elle a fait mal, là, je te dirais. Là. Mais c'est drôle, hein, comment l'humain a besoin de souffrance pour grandir. Ah, 100%. Hein? C'est fou, hein? Oui. Ouais. Mais je me rappelle, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'étais au secondaire, j'allais au collège privé, tout ça, tu sais, puis moi, j'avais mon père qui était médecin, très fortuné, ma mère qui vivait plus avec un artiste, pas beaucoup d'argent. Puis je venais d'un petit village, Beauceville, puis je me rappelle, au secondaire, j'ai commencé à voyager avec mon père. Mon père donnait des conférences partout dans le monde. Et puis je revenais et j'étais hors marge, si tu veux, en dehors de la marge de la société où tu voyages pas. Tu vas pas au Portugal quand tu as 12 ans, puis tu viens de la Beauce. Tu vois pas. Fait que moi, j'avais été 17 fois en Europe à 17 ans, tu sais. Mais je sortais du cadre, puis ça me donnait de la confiance parce que j'avais l'impression de connaître le monde. J'étais allée faire du ski dans les Alpes, j'étais allée, tu sais. Et ça a fait que je me suis fait exclure. Tu sais, du groupe. Puis là, j'ai comme commencé à... OK, fait que tu sais, ton côté excès de confiance, puis ça m'a permis d'être... Tu sais, moi, je suis une rouge dans l'âme, je suis une fonceuse, mais ça m'a permis de comme me tempérer, si tu veux, pour comme réajuster le tir, puis
comprendre l'importance de connecter avec les gens, puis pas avoir l'air de quelqu'un qui me vende. Puis, tu sais, fait que là, je fais beaucoup attention à ça aussi avec mon fils qui est rendu à 15 ans, tu sais, de dire, mais regarde, on est chanceux, on est fortunés, mais respect des gens, respect de, tu sais, il y a ça aussi, cette qualité-là qu'on veut inculquer. Hein, absolument. Pour pas rester dans les hautes sphères. C'est pas vrai, il n'y a pas personne qui est dans les hautes sphères. Puis on a tous des échecs à un moment ou un autre dans notre vie, là, tu sais. Hein. Puis, fait que là, tu sors de ce 2 ans-là, Puis, tu sais, c'est quoi les livres qui t'ont marqué? Parce que souvent, nos auditeurs aiment connaître les livres, tu sais, puis ça inspire. Puis on peut même les mettre dans les notes de l'épisode. Mais tu sais, c'est quoi les éléments marquants qui t'ont permis, si tu veux, de cheminer personnellement à être une meilleure version de toi-même? Dans la transition, qu'on pourrait dire, là, ça a été le Comte de Monte Cristo, sans aucun doute. OK. Ça, tu sais, je l'ai relu, ça fait peut-être 3 ans environ. Fait que je l'ai relu une deuxième fois. Ça m'a permis de garder espoir. Si on veut. Le gars, il a été enfermé 14 ans, puis c'était quelqu'un qui était intelligent, mais il s'est fait trahir, tout ça, puis il a compris que la philosophie puis le savoir, c'était les 2 outils les plus puissants qu'il y avait au monde, puis c'est là-dessus qu'il a réussi à s'en sortir, et la chance. Parce que j'attribue énormément de parties, tu sais, comme mon succès que j'ai actuellement, la chance, c'est une énorme partie là-dedans, tu sais. Fait que pour moi, ça vraiment, c'est l'espoir, en fait, que ça m'a donné. Puis après ça, ben, c'est How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie. Oui. Parce que ça m'a permis de comprendre comment qu'il faut comme agir avec les autres, puis justement gérer son ego, gérer sa confiance, comment se faire des amis, tout ça. Fait que ça a été pas mal les 2 livres qui m'ont permis de shifter mon mindset, là, je te dirais. Là, ben, c'est bien. Puis t'es jeune, t'as 27, tu as commencé à 18 ans. Fait que t'es jeune, fait que t'as la vie devant toi, puis tu l'apprends. Ouais. Fait que là, tu sors de ça. Fait que là, tu t'entraînes. Tu sais, quel genre d'exercice que tu faisais quand tu Écoute, ça, c'est quand même assez drôle parce que gardez en tête que j'étais au Panama à comme 45 minutes d'une ville grande comme peut-être Saint-Jérôme à peu près, en plein milieu de nulle part. Là. À 1500 mètres d'altitude, fait que j'ai rien pour m'entraîner. Ouais. Mais je suis en montagne, fait que je mettais des livres puis des roches dans un sac à dos pour m'entraîner. Je faisais du jogging. Tu sais, je veux dire, j'ai encore plein de photos de ça. Je m'entraînais avec ce qu'il y avait alentour de moi. Ouais. Puis la vitesse à laquelle je me suis mis en forme, ça n'a aucun rapport. Là, parce que c'était mon seul focus, dans le fond. Là. Ouais. J'étais arrivé là, j'étais une vidange. Là, je veux dire, j'étais détruit complètement. Ça a pris comme 3-4 mois avant que je commence à m'entraîner. Mais en 4 à 5 mois, c'est comme je suis rendu que je pouvais presque courir des marathons. Mon mindset, il avait complètement shifté. Fait que je m'entraînais pas mal avec ce qu'il y avait alentour de moi. Fait que tu as pris soin de ton corps, qui est vraiment, qui te donne, qui te procure le bien-être. Après ça, tu as pris soin de ton âme et de ton esprit en lisant des livres. Exact. Et là, tu reviens. Oui, là, je suis revenu. Pendant 3 mois, je faisais pas grand-chose à part m'entraîner chez mes parents, puis j'habitais avec un ami qui s'appelait Julien. Je m'entraînais encore, je lisais des livres. Puis là, j'ai commencé à envoyer des CV pour travailler pour des couvreurs, mais je cherchais une job de directeur général, vu que je connaissais quand même la chose. Fait que c'est sûr que les gens étaient intéressés. J'ai un certain charisme. Quand je parle, je veux dire, je suis bon, ça se passe bien, là. Fait que finalement, j'ai été travailler à Mont-Laurier pendant 1 an. Ça a été ma 2e tape, on pourrait dire, parce que je suis rentré là, j'ai explosé leur chiffre d'affaires, j'ai optimisé la compagnie mur à mur, mais à la fin de la saison, ils m'ont dit, écoute, Carl, ça ne marchera pas. On veut que tu t'en ailles parce que ta vision, c'est pas la nôtre. Nous, les fins de semaine, on veut faire du bateau. Moi, j'étais rendu dans des délires, là. Tu sais, complètement. Fait que j'avais pas eu l'empathie de comprendre c'était quoi les limites de mes employeurs. Encore une fois, tu sais, j'essayais de pousser les choses à ma vitesse, comment que moi, je voulais que ça se passe. J'avais fait vraiment une bonne paye cette année-là. Là. C'était comme salarié. Là. Je pense que j'avais fait comme 170 000 parce que je faisais du porte-à-porte les fins de semaine. La semaine, je faisais tu sais, comme je travaillais à côté puis j'étais payé au rendement à 100 000 %. Puis ça m'a pris comme... En une saison, j'ai fait ça à peu près 150-170 000 de salaire, puis j'ai tout flobé en dedans de 8-9 mois après. OK. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai refait la même erreur. Oui. C'est là vraiment que je me suis dit, OK, c'est bon. Là, ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Celle-là est vraiment moins souffrante. Fait que qu'est-ce que je comprends pas encore? Puis c'est là que je suis tombé, comme on pourrait dire, dans mon 2e cycle de croissance personnelle qui a duré de 2016 jusqu'à, honnêtement, 2020, je te dirais. Là. Okay. Tu sais que là, c'était plus, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'est quoi la job que je veux faire?
Puis c'est là que je tombe en amour avec la technologie puis le marketing, je te dirais. Là. OK. Fait que Tu n'avais pas étudié là-dedans, là? T'avais pas... Ben, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu étudies tout le temps. Oui. Fait que, est-ce que j'ai été à l'école? J'ai même pas de secondaire 5, tu sais. Fait que, est-ce que j'ai été à l'école là-dedans? Mais t'es un autodidacte qui lit, qui t'instruit, qui t'entoure, qui... Fait que j'ai étudié là-dedans, dans le fond. Oui. Puis là, t'arrives d'Israël hier, t'es en jet lag avec nous autres, mais t'es ici, mais t'es allé voir les meilleurs de l'industrie en Monday. Fait que le gars, il est up to J'aime date. ça apprendre. C'est ça. C'est vraiment, là. Tu sais, fait que je suis très curieux, en fait, même que des fois, c'est un peu des tocs, là, qu'on pourrait dire, là. Que je peux pas vivre avec un je sais pas ce que je veux savoir. Fait qu'il faut que j'aille au fond des choses. Mais ouais, c'est ça. Ça a été une période qui était un peu plate, je dirais, 2016 à 2020. Parce que c'est comme si j'étais de retour à l'école. Mais j'avais une grande vision, mais je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour m'éduquer en technologie puis en marketing, puis faire des essais-erreurs toujours via l'entrepreneuriat parce que Carl n'est pas capable de faire autre chose que via l'entrepreneuriat. Puis là, c'est vraiment depuis 2 ans, là, je te dirais là, que... C'est comme là, je suis sur mon X, je vis ma passion. Puis, Tu vis ta passion, mais c'est là. Mais là, est-ce que tu as fondé l'agence Gros en même temps que la COVID? C'est quoi le timing? Ah non, j'ai commencé Gros en 2018. Fait que dans le fond, 2017, là, 2016, 2017. 2017, j'ai été directeur général d'une compagnie qui s'appelait On Demand. On Demand faisait de l'impartition de directeurs financiers pour les groupes automobiles. Fait qu'on dispatchait des directeurs financiers pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Puis on a bâti une plateforme web d'emploi par-dessus tout ça. Fait que j'ai compris la programmation. Puis dans mon expérience On Demand, j'ai rencontré 2 joueurs clés, si on pourrait dire, pour Kevin Audi, qui était mon partner de Gros au début, quand ça s'appelait Made by Audi, il y a 5 ans presque. Puis j'ai rencontré aussi Philippe Chrétien, que lui, j'avais vendu une franchise de On Demand pour en Europe, puis il m'a amené en Europe. Puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les dealers automobiles en Europe. Ça, c'est 2018-2019. OK. Puis là, ça t'a amené à beaucoup voyager, puis à un moment donné, c'était peut-être trop aussi. Là, ben, c'est un peu ça, ouais. C'est que c'était vraiment trippant, là. Tu sais, je te le cacherai pas. Je travaillais avec les plus grosses entreprises au monde, puis on était crissement bons. Pourquoi on était bons? Parce que l'Europe est en retard. Okay. Fait que, on arrivait avec des concepts. En retard en technologie, puis. Oui? C'est comme fou, là. Tu sais, mettons, là, en 2019, je travaillais avec RRG, que ça s'appelle. C'est Renault Retail Group. C'est 225 concessionnaires automobiles de la marque Renault, OK? Oui. Ici, à Albi, c'est genre 30 dealers, là. Fait que c'est 8 fois plus gros. Puis je travaillais avec Émile Frick, c'était 600 dealers. Des monstres, là. Pas de CRM. Non. Je te jure. Okay. Fait que là, pour ceux qui ne connaissent pas un CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc, comment tu traduis ça dans le fond? C'est une filière dans le nuage. Fait qu'au lieu d'avoir des tiroirs avec des dossiers papier, là, puis tout, là, mais un CRM, c'est un logiciel dans lequel tu fais toute ta gestion de prospects jusqu'à ta facturation. Tu lâches ton Rodex, là. Comment on appelle ça? Là, tu sais, l'espèce de carte des cartes, un Rolodex. Exactement. Exact, c'est ça. Fait que là, OK. Fait que toi, tu étais là-dedans. Fait que c'est là un peu aussi l'initiation technologie à travers ça. Après, tout de suite après On Demand, dans le fond, là, c'était vraiment là qu'on allait sur place, puis on aidait Philippe, que lui, il avait une entreprise qui faisait des ventes privées automobiles. Fait que c'est comme des événements dans des dealers que, dans le fond, ils fouettent les vendeurs à faire du cold call, à appeler leurs clients, à faire venir les clients en magasin, puis leur vendre des autos. Tu sais, c'est des événements qui durent 3 jours. Nous, on est rentré avec le marketing digital en 2018. On s'entend, là, rien de nouveau, là. Mais eux, ils faisaient pas ça. Fait qu'on faisait du lead gen pour... Au début, on a commencé avec des petits concessionnaires. Philippe faisait 40 000 par mois à cette époque-là, au début, tu sais. Fait qu'on faisait des ventes privées. On faisait du marketing par-dessus les ventes privées, puis en 6 mois, on a genre monté à 200 000 en revenus en vente mensuelle parce que tout le monde nous contactait. Hyper croissance, manque d'expérience. Philippe, c'était un jeune entrepreneur de 50 ans. Fait que c'était la première entreprise qu'il avait, comprenait pas forcément les concepts de cash flow puis tout ça. Fait que ça a été vraiment excitant pendant 1 an. Mais à la fin, c'était trop de stress pour lui. Là, puis moi, il fallait tout le temps que je sois là-bas en Europe. Fait que, mettons, je pense septembre 2019, j'ai dit, check, moi, je peux pas te suivre. Là, je peux pas tout le temps aller là-bas. Puis ça fonctionne pas. Fait que j'ai tiré la plug sur ce projet-là qui, honnêtement, me procurer beaucoup d'expériences folles. Je travaillais en Suisse, à Genève, à Marseille, puis c'était tout le temps avec comme les patrons de Mazda en Suisse, mettons. Fait que c'était des rencontres qui étaient vraiment cool. Fait que là, c'est là qu'on a poussé le marketing puis la technologie à un autre niveau. Puis quand je suis revenu d'un de mes derniers voyages là-bas, puis que je voyais que ma blonde, ça commençait un peu, veut pas, à peser, j'ai lu un livre. Encore une fois, là-bas, dans l'hôtel Napoléon à Lyon, qui s'appelait Sell Like Crazy.
de Sabi Suri. Puis j'ai lu ce livre-là, puis c'était tout ce que j'avais appris dans mon aventure dans l'automobile, tu sais. Puis je me disais, OK, gars, je focalise sur le Québec. Puis ça, c'est là que ça a shifté vraiment. Fait que j'ai renommé l'entreprise Made by Audi à Gros. Kev, il est parti. Oui. Là, il est de retour dans Gros, Kev, en ce moment, en tant qu'employé. C'est là que vraiment, je me suis dit, OK, on consacre vraiment notre focus sur le marché québécois, mais je n'étais pas encore dans Monday là, en 2019 tant que ça. J'utilisais Monday depuis 2016 dans tous les projets que je faisais, mais je n'étais pas focus Monday, j'étais plus focus marketing automatisé. Comme comme le marketing digital, tu avais de l'expérience là-dessus, puis là, tu dis, regarde, on va éduquer, on va informer les gens, tout ça. Ouais. Et puis, le nom, GRO pour Gros, peux-tu nous donner d'où ça vient? Oui. Ben, c'est avec un de mes amis, Simon Marseille. J'étais à Québec, juin 2020, oui, exactement. Puis là, tu sais, Kevin est parti. Made by Audi, c'était Kevin Audi, c'était son nom de famille, puis tout. Fait que j'ai pensé à un concept, mais j'ai pensé d'appeler ça Gros. Tu sais, mais moi, c'était Gros. J'avais même pas pensé à gros tant que ça, tu sais. Puis on était au resto, puis on s'est mis à décliner tout ce qui était possible de faire avec ce nom-là. On a enlevé le W, puis on a dit, tiens, voilà un nom de compagnie. Puis j'ai renommé l'entreprise, j'ai refait mon site Internet, puis là, ça fait bien du sens, là, je te dirais. Puis, tu sais, hier, pour me préparer à l'entrevue, je regardais un peu, tu sais, tout votre site web, tout ça. Puis, tu sais, c'est la technologie, c'est gros, tu sais. J'aimais le concept. Tu sais, c'est vrai que c'est gros pour les entrepreneurs en ce moment. Puis, c'est ça aussi que je veux qu'on décortique. Mais, tu sais, justement, là, tu sais, fait que là, tu renommes la compagnie en quelle année? Ça, en 2020. 2020. Okay. C'est ça, juste pour être sûr. 2020. Oui. C'est 2020, genre juin 2020. Puis, c'est quand j'ai renommé l'entreprise que genre tout s'est mis à exploser. Là, fait que c'est là que tu as retrouvé ton X? C'est vraiment là, c'est depuis 2020 vraiment là, que même comme septembre 2020, genre à peu près que tu sais, j'ai une vision. Puis je suis capable de la mettre en place parce que j'ai lu des livres sur comment mettre ma vision en place. Puis la culture d'entreprise, tu sais, comme à quel point c'est important, genre, c'est ce qui fait la différence, dans le fond, entre être capable de scaler à 300% par année ou non. C'est pas tes processus, là. Non. C'est même pas ta liquidité. Non. C'est juste ta culture. Fait aussitôt que j'ai comme catché qui je suis, ce que j'aime, mes forces, mes faiblesses, avec la culture d'entreprise, après ça, je pourrais partir une compagnie de whatever, de caméra, mettons, puis j'appliquerais ce que j'ai compris en termes de culture d'entreprise puis de mécanique, tu sais, comme avec scaling up puis tout ça, que après ça, c'est go, tu sais, on le fait puis ça fonctionne. C'est un peu ça que je me rends compte à l'heure actuelle, c'est que tout fonctionne. Là. C'est ça. Puis là, tu pars ça. Puis là, tu sais, quand on dit que tu es en hyper-croissance, tu sais, tu as vécu 300% de croissance. Là, tu es rendu à plus de 35 employés, je pense. Là, ça, en un an, toutes les entreprises confondues, Oui, c'est ça. Fait que ça a été, tu sais, ça a comme triplé quasiment, là. Fait que là, on veut comprendre, tu sais, parce qu'il y a sûrement des entrepreneurs qui s'identifient à toi, tu sais, qui sont peut-être, tu sais, puis souvent, tu sais, quand on parle d'hyper-croissance, c'est que faut que tu aies une clarté de ton modèle d'affaires actuel. Faut que tu saches justement où tu t'en vas. C'est quoi ton ADN que moi, j'aime m'appeler? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta raison d'être? C'est quoi ta vision? Vers où tu t'en vas? Que nous, on appelle le BIAG, le but hautement d'assez grandiose. C'est où tu t'en vas? Quand ça est clair, sky's the limit parce que tu as les bonnes fondations dans ton organisation. Fait que là, tu as commencé à travailler là-dessus, puis tu as amené l'équipe là-dedans. Et là, tu as commencé à focusser sur différentes choses. Fait que j'aimerais ça voir un peu l'évolution dans la tête de l'entrepreneur. Parce que là, tu as les rênes. Là, tu n'es pas employé, tu n'as pas de partner. Là, c'est comme Carl à 100%. Là. En 2020? Oui. En 2020, oui. Mais ce qui a été game changer pour moi, ça a été la rencontre de Charles, qui est maintenant mon partenaire. Oui. C'est vraiment Charles. Dans le fond, c'est simple. On était 4, je pense, avant que Charles embarque. Fait que septembre 2020. Oui. Puis j'ai chassé Charles via un chasseur de tête. Puis c'est là que en même temps, Charles, son premier mandat, c'était la première compagnie de construction qui nous appelait pour qu'on implante Monday. Qui s'appelle Evoludev. Fait que j'ai juste crissé Charles dans le feu. Puis il s'est débrouillé. Ouais. Fait que là, j'étais là, oh shit, OK, j'ai quelqu'un que je peux crisser dans la marde, puis qui va être capable de faire ce que moi j'ai comme vision dans ma tête. Ouais. Puis vu que Charles, c'était devenu un pilier pour moi, ben là, après ça, tout le reste a tellement été vite que c'est ça a déboulé. Ah, vraiment. Là, ça a déboulé. Oui. Ça a déboulé. Puis, tu sais, dans le fond, fait que Charles est plus opération. C'est quoi son rôle dans l'organisation? Charles, c'est l'intégrateur. Oui. Fait que c'est un directeur général.
Oui. C'est lui qui est en charge des fonctions de l'entreprise, là, de s'assurer qu'il y a une synergie là-dedans. Là, vu qu'on est en hyper-croissance, à l'heure actuelle, Charles est 50% de son temps dans les opérations, ce qui n'est pas une bonne chose. Là. Oui. Fait qu'il va supporter la livraison de mandats puis tout ça. Moi aussi, mais moi, c'est correct. Moi, mon rôle, c'est d'être dans les opérations, tu sais. Ouais. Parce que je suis beaucoup en R&D puis tout ça. Fait que, mais là, Charles, il est en train de mettre des gens en dessous de lui pour qu'il puisse se réélever. Bâtir l'équipe de Exact. leaders de haute performance pour lui, il puisse s'élever au-dessus de la mêlée et contribuer à la vision. Charles, à quelque part, c'est mon boss. OK. Fait que moi, je vais avoir la vision de où est-ce qu'on s'en va. Oui. Après ça, je vais y communiquer ça. Dans la planification stratégique, je vais être le leader décisionnaire sur bien des aspects, je pourrais dire. Mais un coup que le plan est fait puis que j'y remets entre les mains, c'est lui le boss. Ouais. Fait que s'il me dit « Ah, attends, ça, ce projet-là, ça fonctionne pas avec où est-ce qu'on s'en va », je suis mieux d'être prête en esti avant de dire qu'on prend cette direction-là. Là. Ouais. Il faut que j'ai un plan, il faut que je l'explique, il faut que j'aille. C'est pas juste on tourne à droite. Là. Fait que là, dans le fond, l'évolution de Carl, c'est que tu vas travailler plus aujourd'hui en collaboration avec des gens intelligents qui t'entourent. Ouais. Puis tu vas être à leur écoute, puis vous allez danser le tango ensemble pour savoir est-ce qu'on pousse ou on pousse pas, on avance ou on n'avance pas, que de pousser la machine à haute intensité, mettons. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment. L'enjeu, je pense, de bien des entrepreneurs, là, c'est que ils sont pas faits pour réaliser leur vision. Ils sont faits pour l'avoir, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Puis le point A, point C, ils comprennent que le C, là, s'il passe à peu près par là, c'est fucked up ce qui est au point C. Ouais. Mais le B, il est manquant, puis c'est pas la même personne qui sait le A et le C que la personne qui sait le B. Fait qu'il y en a qui sont capables. Mais ils vont rester 5, 6, 7, 8 employés, puis c'est bien correct. T'sais. Mais aussitôt que tu as des ambitions de créer quelque chose qui a une certaine complexité, il faut que tu comprennes que en tant que propriétaire de l'entreprise, c'est pas toi qui as toutes les solutions. Oui. Faut que tu ailles compenser avec tes forces, tes faiblesses via des gens qui ont tes forces. Puis ça peut être ton partenaire, cette personne-là, mais c'est pas obligé non plus. Tu n'es pas obligé d'avoir un partner là, en business. Mais maintenant, en 2022, avec la complexité économique qu'il y a, l'hyper-spécialisation, l'hyper-compétitivité, c'est vraiment difficile d'y arriver sans partenaire, à mon avis. À ton avis, exact. Ouais. Oui, puis en même temps, tu veux intelligence collective, contribution collective, succès collectif aussi, là, c'est plus des one-man shows non plus. Là, il y en a encore une coupe, mais puis c'est correct, dans le sens que il n'y a pas d'un modèle d'affaires qui est mieux qu'un autre, tu sais, mais aussitôt que tu as une vision qui est quand même grande, puis encore une fois, c'est dur à quantifier, là, mais pour presque, j'ai pas aucun de mes clients qui a une grosse business à l'heure actuelle qui n'a pas de partner. Ouais. Zéro. Ouais. Même pas un. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui y arrivent tout seuls, mais ils ont peut-être commencé en 2011. Bien, souvent, c'est ça. Ils ont comme, tu sais, où c'est une reprise familiale, puis ça fait déjà 60 ans qu'ils existent, puis, tu sais, ils savent s'entourer de bons gestionnaires qui vont bien traiter, bien... c'est ça. Exact, tu sais, avec des bonus, des choses comme ça, mais je suis d'accord avec toi que c'est de moins en moins... Et là, dans le fond, c'est quoi la vision de Carl? La vision de Carl ou Gros? La vision de Carl et de Gros. All right, parce que je pense que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Là. Mais qui devraient être complémentaires. C'est très complémentaire. Okay. La vision de Carl, c'est d'être libre. Oui. Mais une liberté qui est sans limite, dans le sens que je veux pouvoir apprendre ce que je veux apprendre, je veux pouvoir aller où est-ce que je veux aller, je veux pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Oui. Cette liberté-là, elle a un coût, dans le fond. Oui. C'est un coût en termes de ressources humaines, c'est un coût en termes d'argent, c'est un coût en termes de discipline et de tout ça. Mon entreprise, j'ai une vision beaucoup plus grande de la vie que je veux avoir que j'en ai une pour mon entreprise. Okay. Puis j'ai remarqué que souvent, les gens dans mon entreprise ont une plus grande vision pour Gros qu'ils en ont une pour eux-mêmes. Fait que bref, on a fait des activités de vision boarding parce que je dis à mon équipe, c'est pas normal que moi, Carl, qui est le propriétaire de Gros, a une plus grande vision pour ma vie perso que pour mon entreprise. Puis quand je vous pose la question à vous, c'est quoi ta vision dans la vie? Tu sais, t'as 30 ans, tu es une femme, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Il ramenait tout le temps ça au travail. Je disais, non, on s'en calisse de ça. C'est quoi ta vision de vie? Ouais. À 40 ans, là, tu ressembles à quoi? Tu penses à quoi? T'as-tu une famille? Explique-moi qui t'es, tu sais. Ouais. Puis je me rendais compte que le monde ne le savait pas en tant que tel. Mais pour la job, c'était clair vraiment. Fait que liberté pour Carl. Pour ce qui est de mon entreprise, ben, c'est un véhicule pour que je puisse atteindre ma liberté que, comme je t'expliquais en début de rencontre,
Pour moi, c'est meaningful work, meaningful relationship, puis radical transparency. Ray Dalio. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, mais j'y adhère vraiment. Considérant l'échec que j'ai eu en 2014, qui était 100% lié à mon manque de transparence, que je disais pas les vraies choses, que j'étais trop optimiste, etc., pour moi, c'est extrêmement important dans ma vision perso puis celle au travail qu'il n'y ait aucune forme d'opacité. Tout le monde sait le salaire de tout le monde à ma job. La structure organisationnelle est mise sur un tableau. Tout est... Demande-moi n'importe quoi, je vais te le dire, sauf si c'est un secret professionnel en lien avec... Ça peut mettre l'entreprise en péril. Mais sinon, radical transparency. Après ça, meaningful relationship. Ce que je me suis rendu compte qui me passionnait, c'est pas le fait que j'implante des logiciels. C'est pas le fait qu'on aide des compagnies de la construction, c'est les relations avec ma job qui me passionnent. C'est les partnerships que je fais avec mes clients, c'est les partnerships que je fais avec mes employés. Il n'y a pas personne dans mes employés, sous toute réserve, parce que là, je parle plus avec tout le monde, là, que j'inviterais pas à souper chez nous. Fait que si je peux pas inviter quelqu'un à venir souper chez nous, est-ce que vraiment je le veux dans mon entreprise, tu sais? Fait que ça, c'est pour moi meaningful relationship. Puis meaningful work, ben c'est à quelque part que mon travail ait un impact positif dans ma vie puis dans la vie des autres qui m'entourent, tu sais? Fait que si mon travail serait un peu de fourvoyer les gens, puis il y en a plein de compagnies comme ça, là, on ne peut pas se le cacher. Il y a plein de gens qui ont une entreprise pour faire de l'argent, puis no judgment. Moi, ça me rejoint moins, tu sais? Fait que ma vision, dans le fond, c'est vraiment ces éléments-là. Tu sais, Ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ça. J'aime ça, entendre ça des entrepreneurs parce que, ben, tu sais, ça revient un petit peu, tout ce que tu dis, ça revient un petit peu à Simon Sinek, que moi, j'adore, que je parle tout le temps, mais il dit chaque individu devrait savoir quelle est sa contribution et quel est son impact positif. Tu sais, what's my contribution, what's my impact? Doit le savoir d'un point de vue personnel, puis après, c'est quoi la contribution dans l'organisation pour donner du sens. Fait qu'on s'entend-tu qu'aujourd'hui, en 2023, on a besoin de sens? Tu sais, puis moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, c'est pour ça que j'ai évolué dans mon modèle d'affaires de dire, je veux impacter un plus grand nombre d'entrepreneurs. J'ai créé le mastermind, mais les gens qui sont dans le mastermind, c'est tous des gens que j'apprécie énormément, que j'aime vraiment, que j'ai de la gratitude le matin quand je me lève, dire je travaille avec ces gens-là extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires, qui veulent croître, mais jamais au détriment du bien-être collectif. Tu sais. Mais par contre, ils ont de l'ambition. Puis c'est ça que j'aime. Ce que tu dis, c'est que oui, les bases de meaningful work, tu sais, et tout ce que tu fais, mais quand tu te connais bien, pourquoi il faut que tu réduises ton ambition puis ton intensité? Si tu es drivé par une passion. Puis c'est ça que tu veux créer avec tes gens. Puis j'ai vu l'exercice justement sur les réseaux sociaux du Vision Board. Comment ça s'est passé? Puis est-ce que c'est un exercice que tu recommanderais de faire avec les équipes? C'est une excellente question. Justement, il a fallu que j'efface le Vision Board que j'avais mis parce qu'évidemment, il y a des choses perso des employés là-dessus, mais je n'avais pas pensé dans mon intensité. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, là, c'est que suite à dans le fond, à la fin de l'année, je rencontre les piliers de l'entreprise. Fait que je rencontre à peu près 8 personnes que je voulais savoir c'était quoi leur vision. Je me questionnais. Fait que, puis là, je me suis rendu compte que sur 8, ben, tu sais, honnêtement, il n'y en avait pas tant qui avaient de vision claire sur leur vie personnelle. Fait que j'ai dit, OK, fine. Meeting de fin d'année, brunch 18 décembre, j'ai écouté, je leur explique le constat qui est pour moi troublant. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si on fait un atelier de vision boarding? Fait que j'ai une méthode à laquelle je fais mission, vision, valeur, puis vision boarding, puis tout ça pour les entrepreneurs. Puis j'ai dit, on va l'appliquer pour nous. Fait que c'est quoi ta vision? Puis après, il y a une planification stratégique perso qui découle de là avec des OKR, des KPI, puis toute la même chose. Moi, je suis bleu. Fait que bref. Ceci étant dit, on s'est tous logués online dans le temps de Noël. On était à peu près une quinzaine. Puis on a pris Miro, là, qui est un gros outil de whiteboarding. Puis on a commencé par définir nos valeurs. Fait que j'avais mis plein de post-it avec plein de valeurs, tu sais, comme l'authenticité, la transparence, bref, tout ça. Puis là, les gens se sont trouvés 5 valeurs. Après ça, il fallait qu'ils identifient leur why personnel. Fait que c'était-tu d'avoir un impact, c'était-tu la liberté, c'était-tu de whatever, d'aider les gens. Puis suite à ça, pour définir mieux la vision, parce que quand tu peux la visualiser, ça devient plus clair, puis les sacrifices que tu fais ont une raison tangible. Oui. Tu sais, ta souffrance quotidienne en tant qu'être humain ou en tant qu'entrepreneur, si tu vois
la vision de ce que ça va te donner, cette souffrance-là, c'est beaucoup, tu sais, c'est sûr que c'est mieux. Le gym, tu souffres, mais tu te checkes dans le miroir pendant que tu fais tes pipes, ben tu te dis, ah, je vais être en forme, puis après, je vais être plus beau, puis la confiance vient en ligne. Fait que bref, c'est un peu le même principe. Fait que le monde a pris plein de photos de comment ils se voyaient plus tard. Puis ça a été vraiment cool parce qu'il y a des gens qui ont fait une introspection à se dire, hey, finalement, quand je faisais ma vision, là, ben, j'ai un de mes collègues qui a dit, moi, Carl, j'ai 40 ans, là, je vais être libre financièrement à 50. Je sais compter, il faut que je fasse 300 000 par année dans les 10 prochaines années pour pouvoir être libre financièrement à 50 ans. Suite à cet atelier-là, qui a eu lieu là, 1 mois et demi, 2 mois, il a changé de rôle. C'est un développeur, puis maintenant, il s'en vient être architecte avec nous autres. C'est comme de la vente un peu, tu définis les besoins, tout ça. On fait des podcasts, nous autres aussi pour l'Escadron. Fait que là, lui, il est super équipé en podcast. Fait qu'il fait les podcasts les soirs de fin de semaine, une fois de temps en temps. Puis là, j'ai proposé, check, le studio d'architecture, tu veux-tu le prendre en main? Puis, tu sais, nous autres, on fonctionne que c'est des studios, puis tu peux être partner dans un studio, puis tout ça. Fait que juste le fait qu'il ait communiqué sa vision, mais quand tu communiques ta vision, il y a des gens qui l'entendent, puis il y a des gens qui vont se dire, OK, mais je vais t'aider à accomplir ta vision parce que veux pas, ça va m'apporter quelque chose sans retour, tu sais. Fait que c'est ça que ça a fait, c'est que les gens m'ont communiqué leur vision, puis là, je suis capable de comme connect the dots, puis dire, ah, attends un peu, tu sais, ça, on pourrait faire telle affaire, puis ça t'intéresse-tu? Oui, parfait, ben gars, voilà les outils, mais après, tu te débrouilles. Ouais, comme... Mais en même temps, c'est que tu leur donnes une belle opportunité aussi de grandir en fonction de leur X. C'est ça. C'est ça que tu veux, ultimement. Ouais. C'est ça. C'est drôle parce que dans la dernière traduction de livre que j'ai fait de Warren Rustin, il parle beaucoup de la clarté de vision, mais personnelle et familiale. C'est quoi ta clarté de vision? Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Et quand les gens l'ont bien défini, ça change tout, tu sais. Moi, ça a toujours été d'inspirer et d'être complice du succès des gens qui m'entourent. Je le fais dans le cadre du travail au niveau des entrepreneurs, mais d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un, j'ai une grande générosité, puis j'aime ça être généreuse, puis j'aime ça donner. Bien, tu sais, là, je vis le cancer, mais je me suis impliquée dans une fondation, Garde tes cheveux, puis je suis sur le CA, puis je veux pousser cette fondation-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai mis des publications sur les réseaux sociaux. J'ai aidé 4 femmes. Je me sens sur mon X, tu sais, je sais pas, tu sais, et c'est ce... Puis là, les gens vont dire, ben voyons, tu sais, tu devrais arrêter, tu devrais... non, je me sens tellement drivée de l'intérieur à créer quelque chose d'encore plus grand que moi, pour avoir un impact positif, que je veux aller de l'avant, puis ça me fait du bien, puis ça m'aide dans ma guérison, là, tu sais, j'ai pas de trouble avec ça. Puis c'est ça que chaque humain a besoin en ce moment. Puis c'est ça que tu as créé avec le Vision Board, tu sais. Fait que tu sais, mettons les gens qui voudraient travailler là-dessus, tu sais, le Vision Board, tu sais, moi, je travaille beaucoup en stratégie avec le Vivid Vision, dans le fond, qui est comme la vision 3 ans des organisations. Mais as-tu des outils ou un livre, qu'est-ce qui t'a inspiré, le Vision Board? Ben, c'est toi qui l'as défini un peu? Je l'ai défini, mais tu sais, ça revient à la même affaire que Scaling Up, puis EOS, puis toutes ces affaires-là. C'est que ce qui marche pour une entreprise là, marche très bien pour un individu aussi. Là. Ben oui, tu l'appliques. C'est Big Audacious Goal, mission, vision, valeur. Après ça, c'est quoi tes OKR, tes Objectives and Key Results? Objectif, je perds 30 livres, mettons. OK, mais c'est quoi tes Key Results? T'inscrire au gym, acheter ton stock. Tu sais, comme, faut tout que tu bâtisses, à mon avis, si tu bâtis ta vie comme ça, tu augmentes ton taux de réussite de manière, tu sais, comme... Oui. Et puis là, t'embarques. Puis ça revient aussi un petit peu avec Atomic Habits, dans le fond, de James Clear, qui est très rigoureux. Tu sais, dans le fond, l'excellence vient avec une discipline personnelle. Mais souvent, c'est beau avoir la discipline personnelle, mais tu as cette discipline-là, pourquoi? Bien là, c'est là qu'on peut avoir des outils comme ça. Puis toi, ça t'aide à contribuer au bonheur de tes clairement, parce que je te dis, si tu parlerais à mon ancien partenaire Xavier de 2014, justement, par rapport à être fiable, puis avoir une discipline, puis avoir un agenda, il dirait, c'est Carl, il est fuck all là-dedans. Maintenant, je veux dire, j'ai 40 meetings par semaine, j'en manque peut-être 1 ou 2 là-dessus. J'ai une routine hyper claire. Des fois, je vais, c'est comme prendre des engagements que je respecte pas, mais c'est parce que j'en ai 100, puis il y en a 95 que j'atteins. Tu sais, comme, fait que, mais tout ça, c'est basé sur le fait que maintenant, j'ai une vision claire, là. Oui. Fait que de me lever à 4h30, 5h tous les matins, là, même pas besoin de cadran, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je me réveille puis je suis sur le gun déjà. Là. Tu sais, c'est première chose que je fais, je vais sur mon ordi, je check mon calendrier, je check mon compte de banque. Tu sais, je veux dire, j'ai ma routine à laquelle j'adhère. Puis là, c'est plus l'aspect comme santé que je suis en train de reprendre en main. Ouais. Mais parce que, bref, mais c'est aussitôt que tu as une vision claire,
Ouais. Mais il faut faire attention. Puis ça, Carl, on s'est parlé juste avant les fêtes. Là, puis c'est là que je t'ai envoyé mes livres parce que je t'ai dit mettre son masque à oxygène en premier puis le leader en nous, dans le sens qu'une fois que tu prends soin de toi, tu vas avoir un impact. Mais, puis même moi, là, ça fait 15 ans, je suis passionnée puis je travaille comme une bonne puis bang, cancer du sein. Fait que là, tu te la poses la question. Là. J'ai-tu été le gaz dans le fond trop? Puis pourquoi ça m'arrive à moi? Puis, mais en même temps, je ne suis pas restée longtemps là-dedans. Parce que je me suis dit, OK, ça ne m'arrive pas pour rien. Puis il y a quelque chose de plus fort qui va sortir de ça. Fait qu'à chaque obstacle, je le vois comme une raison de m'améliorer puis tout ça. Mais pourquoi qu'on se pousse à bout comme ça? C'est quoi? On est tellement drivé ou dans cette intensité. Comment tu l'expliques? Là, moi, c'est très simple. C'est un mentor que j'ai en ce moment qui m'a dit, Carl, on n'écoute pas les autres. Tu penses vraiment qu'on va écouter notre corps? Oui. Tu sais, c'est, je veux dire, un entrepreneur, puis quand je dis on n'écoute pas les autres, c'est les perceptions des autres. Je veux le savoir, leur point de vue, je veux le savoir. Oui. Mais si j'ai une idée, là. T'as une idée dans la tête, là. 9 personnes sur 10 vont me dire que c'est pas une bonne idée. C'est ça, être entrepreneur, c'est que tu mises contre le marché. Oui. Fait que là, l'affaire, c'est que ton corps, puis là, tu sais, je viens de frapper 35, là, je vais avoir 36 dans 2-3 semaines. Petite jeunesse. C'est pas le. C'est plus pareil. Tu sais, t'as des limites avec lesquelles il faut que tu composes. Puis ce que je me suis dit pour reprogrammer mon cerveau, c'est que je me dis, OK, si je veux performer plus, il faut que mon corps soit plus en santé. Oui. Parce que dans le fond, je veux pas ralentir, là. Moi, je crois pas ça au burn-out, là. Honnêtement, là, j'en ai eu 3-4, là, puis j'ai catché c'est quoi un burn-out, puis c'est pas le travail qui fait que t'as un burn-out, là. C'est le stress. Oui. C'est l'anxiété. C'est quand tu as du négatif dans ta tête. Si tu vas à la pêche à tous les jours, 14 heures par jour dans ta chaloupe, puis que tu lis un livre, puis tu as du fun, tu feras pas de burn-out. Mais le travail, si tu es dans le même mindset que le pêcheur avec son livre, tu feras pas de burn-out non plus. Ouais. Mais quand que tu joues dans un certain niveau d'intensité, parce que le stress, il est là, il faut que tu ailles le corps pour suivre, il faut que tu ailles le mindset aussi. C'est pour ça qu'à toutes les semaines, 2 fois par semaine, j'ai un coach de performance, Axel, avec qui on communique nos émotions, puis tout le monde fait ça chez Gros, là. C'est pas juste moi, là. Fait que pour justement être sûr qu'on est aligné avec notre vision, nos besoins psychologiques, nos stress, etc., pour être sûr qu'on ne tombe pas dans des loops, là, Fait que toi, dans le fond, tu as designé ton entreprise parce que tu vis ça comme personnel. Tu dis, je veux pas embarquer mes gens dans ma folie, façon de parler, là, mais dans mon intensité. Que là, tu t'es mis des mécanismes en place pour prendre soin et assurer le bien-être de tes employés. Oui, c'est ça, je pense que en fait, c'est la partie la plus importante que je pourrais communiquer avec les entreprises, c'est ça, OK? Micro-parenthèse, je suis une entreprise qui est subventionnée. Dans le sens que les services que je livre sont subventionnés en grande partie, puis je reçois des subventions en ce moment parce que je suis en technologie. Fait que c'est sûr que ça pèse dans la balance, cet aspect financier-là, qui fait en sorte que je peux me permettre de faire ce que je vais expliquer. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est très peu le canal émotion. J'ai de la misère à le comprendre. Oui. Quand je viens de la construction, quand j'ai fondé mon agence, j'avais des filles, je les faisais tout le temps pleurer, mais je suis pas un gars méchant. Fait que tu comprends, c'est juste que j'alignais mal mes trucs. Fait que à force de lire des livres puis tout ça, je me suis dit, OK, je vais créer un système dans mon entreprise pour que mes employés soient gérés comme des athlètes haut niveau. Fait que dans le fond, à tous les vendredis, on a des rencontres dans lesquelles les gens vont communiquer leurs émotions. Fait qu'il y a 6 émotions qu'ils peuvent choisir. Ils vont communiquer leur niveau de stress sur 5, puis ils vont communiquer leur workload sur 5 dans ces rencontres-là. Parce que si c'était pas factuel, si tu communiques avec moi puis que tu vis une émotion puis tout, je vais essayer de te trouver une solution. Pas payant, tu sais. Oui. Fait que ce système-là me permet... Puis il y a quelqu'un qui anime ces rencontres-là puis tout ça. Fait que je suis capable de voir à toutes les semaines l'évolution du stress puis des émotions de mes employés. OK. Fait que ça, c'est un aspect. Après ça, à toutes les semaines, il y a Axel, qui est coach en performance chez nous puis qui est formé en PCM, Process Communication Model. Moi aussi, je suis formateur là-dedans, j'ai juste jamais pratiqué. Lui, il va s'assurer que les communications entre les gens sont bonnes. Puis, il va aussi voir s'ils ont des stress ou si leurs besoins psychologiques personnels sont comblés. Fait que c'est un peu un truc de couleur, là, comme on parlait une couple de fois, à toutes les semaines. Okay. Après ça, une fois par mois, il va y avoir une évolution plus macro qui va être faite. Est-ce que les communications chez Gros sont bonnes? Est-ce que justement tes besoins psychologiques personnels sont comblés? Au travail sont comblés? Est-ce qu'en ce moment, ton rôle chez Gros, t'es à la bonne place, etc. Fait que ça, c'est juste l'aspect Axel, mais on le pousse plus loin aussi sur d'autres aspects. Là où je veux en venir, c'est que cette data-là me crée des graphiques.
dans lesquels je suis capable d'avoir l'évolution des émotions chez les gens. Est-ce qu'ils sont scared? Est-ce qu'ils sont mad? Est-ce qu'ils sont sad? Est-ce qu'ils sont joyful? Sont-ils powerful? Sont-ils peaceful? Data, là. Après ça, je suis capable d'avoir le niveau de workload. Est-ce que les gens considèrent qu'en ce moment, ils ont trop de travail? Est-ce qu'il y en a qui considèrent qu'ils n'ont pas assez de travail? Même chose au niveau du stress. Avant d'avoir une rencontre avec un employé, Axel va me faire un débrief de 3 minutes pour me dire sa perception des choses. Suite à la dernière rencontre que moi j'ai eue avec cette personne-là, Axel il était là. Est-ce que moi j'étais sous stress? Est-ce que j'ai jugé la personne? Est-ce que j'étais à l'écoute? Puis Axel va faire la même chose avec l'autre personne. Fait que notre niveau de communication est extraordinaire. Oui. La seule et unique raison pourquoi j'ai tout mis ça en place, parce qu'il y a quand même un coût à tout ça, c'est que c'est rentable. Oui. Je suis quelqu'un qui est généreux, mais si c'était pas rentable, je ne pourrais pas me permettre de faire ça. Oui. Fait que là où je veux en venir, c'est que l'investissement le plus grand que vous devriez faire dans votre entreprise, c'est vous assurer que les gens qui sont en place performent au maximum. Mais dans un cadre safe et Exact. de bien-être. C'est sécuritaire et bienveillant. Absolument. C'est ça. Les grosses études qui sont sorties de KPMG puis de Gallup puis tout ça aujourd'hui, c'est les employés veulent de la sécurité. Là, tu leur procures la sécurité. Puis ils veulent avoir des leaders authentiques et bienveillants. C'est-à-dire que, regarde, on est tout humain, on n'est pas parfait, mais tu es en train d'humaniser une business de technologie, en fait, en faisant ça. Je suis vraiment performance-driven. Oui. Moi, dans le fond, là, qualité comme un défaut, là, je chiale jamais. Ouais. Fait que dans le fond, je tolère pas que les gens chialent, entre guillemets, au bureau. Je veux que les gens, je leur dis qu'est-ce que tu veux, quelles ressources tu veux. Dis-moi-les, je vais te le donner, tu sais. Ouais. Mais, fait que, don't get me wrong, là. C'est pas que si je fais ça avec les gens, c'est que vu que je les pousse au maximum, ils sont tout le temps en inconfort, je te garantis. On est souvent dans des situations stressantes, mais je veux monitorer les gens. Leur donner les outils qu'ils ont besoin, puis m'assurer que le safe space fait en sorte que la transparence radicale au niveau des communications est flawless. Fait que si moi, dans un meeting, je suis pas correct, ou je dis quelque chose qui fait pas de sens, puis que l'employé me le dit pas, je vais être en crise. Fait que je vais dire, man, tu as tous les outils, tu as la permission de me dire où est-ce que je me suis planté. Dis-le, tu sais. Viens pas me dire un mois après que tu es dans une situation de stress parce que l'autre jour, j'ai pas été correct. Au pire, ils ont même tu rumines ça à non, l'intérieur. ils ont le droit d'appeler Axel puis dire, hey, j'ai eu un meeting avec Carl, puis c'est pas clair où est-ce qu'il s'en va, ça me stresse. Écoute, c'est automatique l'intervention. Là. Je me fais caler, moi, en meeting pour dire, yo, ton projet, là, genre, explique-nous-les parce qu'on comprend pas. Puis c'est pas clair. Exactement. Fait que si tu t'attends à ce que tes gens soient high performance, il faut que tu leur donnes l'accompagnement qui vient avec, qui est leur bien-être, puis le safe space. Sinon, c'est impossible. Environnement. Mais c'est exact. Mais j'aime vraiment ce que tu dis comme ça parce que moi, je suis un peu comme ça, plein de projets, plein d'idées, plein de challenges. Puis des fois, je peux brusquer, tu sais, puis je m'en rends pas compte. Fait que c'est de trouver ces moyens-là. Puis tu sais, aujourd'hui, on voit des tendances comme Office Vibe, Amélio, qui vont mesurer un taux d'engagement. Mais toi, tu as designé ton propre système, puis tu as même mis un coach à l'interne qui s'occupe de ça. Fait que c'est pas... Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est pas de la ressource humaine, de la gestion de ressources humaines. On n'est pas là pantoute. On est dans le développement de l'humain, de son plein potentiel, puis de te sentir écouté, puis on va te donner ce que tu as besoin. Ça s'appelle du TCC, je pense. C'est thérapie cognitive, mais il me manque un mot. C'est que dans le fond, c'est pas de la psychologie, j'ai pas de psychologue à l'interne, mais c'est comme un peu genre PNL, PCM, si on te donne des outils pour communiquer, être bien avec toi, gérer tes stress, puis tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est que toi, ça me fait capoter parce que c'est ça quand tu dis un parcours atypique, mais regarde ton parcours, comment il est important, parce que tu t'es découvert toi, tu as connecté avec le toi, tu as parti ta business, puis là, tu veux que les gens ne souffrent pas comme toi, tu sais, puis que tu les amènes, tu sais, dans le fond, c'est carrément ça que tu es en train de faire. Même que je veux qu'ils souffrent, mais en petite dose, de manière continue, puis que cette souffrance-là les pousse à grandir, mais pas à avoir des gros downs. Tu sais, fait que des fois, je le vois avec mon partner Charles, là, il a 6 ans de moins que moi, il a moins d'expérience, puis je suis là, asti, man, fuck, ça va lui faire mal, ça. Tu sais, comme en ce moment, il vit une passe qui est tough, parce que, mettons, puis encore une fois, rien against Charles, là, il est parfait, mais ça fait comme 9 mois que j'ai dit que ça prend un directeur des opérations, tu sais. Il était, je suis pas sûr, mais je vais pas commencer à argumenter à l'infini avec pour lui faire comprendre que dans ma vision de visionnaire, je pense que tu as besoin de quelqu'un là. Juste, vas-y, fais-toi mal,
Puis, vis-le, puis à un moment donné, il va le ressentir, puis il va lever la main, il va dire, je suis rendu là, j'en ai besoin. c'est ça, puis c'est la même chose pour moi. Là. Ben oui, sur plein d'autres affaires. Exactement. C'est qu'un moment donné, il faut que tu laisses le monde se planter, puis tu lâches prise. Là. Fait que je suis contente. Merci beaucoup de nous avoir parlé un peu parce que je trouve que c'est ça ta force, c'est ça que j'ai découvert en toi. Puis je les ai vus, là, tes tableaux puis tes façons. Puis la première fois qu'on a fait notre appel ensemble, je voyais tes graphiques puis j'étais là, my God, il est sauté ce gars-là, c'est capoté, là. Tu sais, j'ai jamais vu ça. Mais maintenant, si on parle de l'Agence Gros elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Tu as une spécialité en construction, j'aimerais que tu nous parles de ça. Tu as créé une académie aussi, puis tu es spécialisé au niveau des entrepreneurs en construction. Ouais. Fait que parle-nous un peu de ce que vous faites, puis pour peut-être avoir aussi des gens qui ont besoin de toi, tu sais. Fait que explique-nous un peu qu'est-ce que fait l'agence. Ben, tu sais, en partant, comme j'expliquais, j'avais 10 ans d'expérience dans le domaine de la construction, puis c'est juste là 2 ans que j'ai reconnecté avec tout ça. Dans le fond, la vision de Gros, c'est de devenir un one-stop shop agency pour les entreprises de la construction qui désirent croître ou devenir plus efficaces avec la technologie. Ça, c'est 80% de nos clients. Après ça, on travaille avec des universités, des villes, des entreprises comme la tienne, mais où est-ce qu'on est en train vraiment de narrow notre target? C'est vraiment au niveau de la construction. Le jaune d'œuf, là, le jaune d'œuf où tu te focuses, c'est ça. Même qu'au 1er septembre 2023, en principe, après, on prendra plus de clients en dehors de la construction, sous toute réserve et sans préjudice. Fait que dans le fond, nous autres, on va... tu es une entreprise de la construction, ben on peut t'aider de manière très verticale. Je suis partner dans une académie qui s'appelle l'Escadron, dans laquelle on va aider l'entrepreneur à se libérer de ses opérations puis à bâtir une équipe sur le chantier puis dans ses bureaux qui est extraordinaire. Ça revient au même que mission, vision, valeur, planification stratégique, OKR. Puis on deep dive un peu plus dans gestion des contrats, gestion administrative, gestion de projet. Fait que ça, c'est l'académie pour les gens de la construction. On a 70 étudiants à l'heure actuelle puis peut-être 2000 personnes à peu près dans la communauté. Fait que ça, c'est l'Escadron. Je vais parler tout de suite pour le mettre de côté. Gros, à l'heure actuelle, il y a 3 studios là-dedans qui sont des entreprises distinctes. Il y a croissance, efficacité puis architecture. Les architectes, c'est eux autres qui vont, un peu comme dans une maison, qui vont venir définir c'est quoi tes besoins que tu as dans ton entreprise puis ils vont venir cartographier tes processus. Toujours avec l'objectif d'implanter de la technologie après puis des logiciels. Fait qu'ils vont... Pour améliorer ta performance puis ton efficacité. Exactement. Fait qu'ils vont dire, OK, il y a un client qui rentre. Ça part tout le temps de là, en principe. Là. C'est quoi toutes les étapes jusqu'à ta facturation au bout, là, quand c'est fini, final. Ça, c'est l'architecture. Efficacité font de l'implantation de logiciels. Fait que c'est Monday principalement avec lesquels on travaille. Monday, Pipedrive, QuickBooks, Avantage, Akumba, qui sont des logiciels comptables avec lesquels on va venir connecter les finances, les opérations ensemble, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble dans ton data puis dans ta gestion. Puis il y a Croissance après qui est une agence marketing. Okay. Que Croissance, en ce moment, je pense que son book, c'est peut-être 30% des compagnies de la construction. Mais justement, là, on en prend de plus en plus pour qu'on sache vraiment de quoi qu'on parle. Oui. Tu rentres, puis on est là. Là, j'ai un nouveau projet à l'heure actuelle qui s'appelle Enter, NTR. NTR, c'est un logiciel pour les entreprises de la construction qui est bâti on top de Monday. Fait qu'autrement dit, c'est qu'on prend on appelle ça un framework. Fait qu'on prend la structure de Monday puis on la personnalise de manière très avancée pour permettre à une entreprise de la construction de gérer de manière 360, sauf certains aspects vraiment, comme la comptabilité, ça va tout le temps rester dans un logiciel comptable, par exemple, mais tout le reste, là, ressources humaines, culture, leadership, croissance, whatever, que tu peux gérer toute ton entreprise directement dans la plateforme. Puis en ce moment, c'est déjà ça qu'on livre. C'est juste que le logiciel en tant que tel, il n'est pas standardisé. C'est tout... Et intégré peut-être comme un produit, fait que là, tu le développes. C'est ça. Mais là, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de Monday depuis tantôt. Donc, Monday, pour moi, c'est le nouveau Asana, donc un logiciel de gestion de projet plus. Mais explique-moi, c'est quoi là, pour les gens qui le comprennent. Et vous êtes, juste avant, tu nous disais, tu arrives d'Israël, tu es dans les top 10 au niveau des services de Monday, dans le fond mondial. Fait que parle-nous un peu de Monday, c'est quoi? Monday, c'est ils se sont autoproclamés, comme Napoléon l'a fait quand il s'est autoproclamé empereur, WorkOS. Fait qu'un WorkOS, ça veut dire Work Operating System. Sur ton téléphone, tu as iOS, qui est le système d'exploitation de ton téléphone, tu as Android, etc. Monday se sont dit, nous, on va créer un système d'exploitation pour une entreprise. Fait qu'autrement dit, c'est le cerveau puis la colonne vertébrale de ta business. Puis après ça, tu vas venir y greffer certains organes. Comme exemple, ton logiciel comptable. Oui. Fait que l'information va passer de ton logiciel comptable à Monday.
Puis dans Monday, tu vas pouvoir faire ta gestion de projet, ta gestion budgétaire, ton envoi de PO, de purchase order, ton envoi de facture, ton time tracking, ta gestion des ressources humaines, whatever, tu sais. Fait que c'est vraiment là que toute l'information va se traiter, va se gérer, va se dispatcher, puis dans laquelle tu vas vraiment communiquer aussi à l'interne. Là. Fait que ça se trouve à être ton hub, là, ton centre de commandement de ta business. Mais ça remplace un ERP? Ça remplace un ERP dans certaines conditions. Si tu es dans du manufacturier, je te dirais que Monday va pouvoir venir supporter ce que tu fais dans ton ERP. Je prends l'exemple de Prextra, qui est un super bon logiciel, je pense qu'il est fait en Beauce, justement, qui est un ERP qui permet vraiment de gérer la construction manufacturière de quelque chose. Mais il y a certains aspects que Prextra ne couvre pas parce que les ERP sont souvent très nichés à des markets précis, puis ils n'ont pas les budgets de Monday. Monday, ça vaut 7 milliards. Ouais. Fait que là, c'est là que l'utilisation des API pour transférer l'information d'un logiciel à un autre devient super intéressante, par exemple. Okay. Fait que pour le manufacturier, par exemple, je dirais que Monday n'est pas assez puissant pour certains manufacturiers, mais quelqu'un qui fait quelque chose de simple, là, comme du préfab, maintenant. Là, ouais. Bon, ben là, je sais pas... 200 SKU là, différents, puis t'as pas besoin de commander des morceaux de la Chine, que là, toute ta chaîne d'approvisionnement, il faut qu'elle soit dans un système pour être sûr que tu manques pas de morceaux, puis Monday va faire la job, mais nous, on s'est vraiment spécialisé pour les villes, les universités. Ça, vraiment, là, la ville de Laval travaille avec nous autres, Vaudreuil, l'Université de Montréal. Là, ma gang est en Abitibi en ce moment pour l'UQAT. Fait que ville et université, ça va super bien. Mais où est-ce qu'on est en train vraiment de se spécialiser, c'est pour la construction. Là. Puis moi, je le vois. Moi, je suis une micro-entreprise. Puis à un moment donné, il fallait se structurer. On est en train de productifier un mot que j'ai inventé, l'offre de coaching, pour plus que ce soit du coaching one-on-one, mais qu'on évolue avec des produits. Puis on avait besoin de se structurer. On l'a fait comme par nous-mêmes, Monday, mais bang, on est arrivé avec ton expertise, ton équipe. Puis là, c'est comme vous avez tout changé nos tableaux de bout pour bout. Puis là, on est comme, OK, là, j'ai plus besoin de me réveiller à la nuit pour dire, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça. C'est comme tout est intégré dans Monday. Puis j'ai comme ma liste qui sort. Donc, c'est extraordinaire. Et fait que l'intégration, en fait, tu sais, de par les 3 divisions d'affaires que vous avez en ce moment, les 3 combinés amènent une grande efficacité pour des entrepreneurs de la construction qui veulent mettre une structure et utiliser, moi j'aime ça bien dire, utiliser les technologies au service de l'humain pour faciliter leur travail qui fait en sorte qu'ils sont plus performants. Oui. C'est sûr que, tu sais, on ne se le cachera pas, là, la transformation numérique, là, c'est probablement l'épreuve la plus difficile dans laquelle une entreprise va passer au travers. Oui. C'est de la gestion de changement, c'est de la gestion budgétaire, c'est d'arrêter d'être dans nos opérations pour implanter quelque chose. C'est apprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment difficile. Tu sais. Je pense tous ceux qui vous garantissent un ROI dans la première année sont un peu fous. Là. À part si c'est super simple, là, l'affaire qu'on va implanter, mais c'est beaucoup plus sur le moyen terme. Après ça prend une vision aussi. Puis moi, j'aime ça. Puis tu sais, c'est comme des fois les gens, ce que je trouve déplorable aussi, c'est que des fois, bon, là, notre ERP plante, on n'a pas le choix, il faut le changer. Mais il manque de vision. Puis c'est pour ça que Repère numérique, la CDPQ, a été fait de la Caisse de dépôt et placement parce que puis moi, je participe un petit peu à ça pour les aider parce que c'est quoi la vision stratégique que tu as, ta grande vision, ton but hautement audacieux et grandiose, vers où tu t'en vas, et comment tu peux utiliser la technologie pour t'aider à accélérer ce processus-là, tu sais. Puis des fois, on le voit juste comme, OK, ben il faut changer le système, ou tu sais, puis qu'est-ce que tu penses aussi? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est on manque de vision ou de roadmap que j'appelle technologique. Tu sais, c'est quoi ton roadmap technologique qui est en lien avec ta vision stratégique? Ça, c'est une chose. Puis quand tu parles d'implantation, la gestion de changement, je trouve que c'est cette portion-là qui est complètement sous-évaluée. Là. On implante de quoi? Puis là, on pense parce que tu mets un switch à on puis que tu commences à payer des frais mensuels, c'est comme le président dit, c'est beau, c'est fait, implanté chez nous. Non, on est au balbutiement, puis tu as 5 à 10 peut-être qui est implanté. Fait comment tu vois ça? Bien, premièrement, ça prend ce qu'on appelle un comité de gouvernance. Okay. Ça, tu n'as pas le choix d'avoir ça. Puis là, nous, on ne le communique pas assez auprès de nos clients. Là. Un comité de gouvernance, là, c'est pour une plus grande entreprise. Là, mettons 35 employés. Bon, mais c'est... Tu vas avoir... Je reprends ça du début. Dans Monday, là, on peut tout gérer là-dedans. Tu sais, comme j'expliquais, culture, /RH, marketing, whatever. Ça prend des personnes qui sont responsables de certains modules dans ton système.
que ces gens-là vont se rassembler du côté client pour communiquer leurs enjeux, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Après ça, ça prend quelqu'un qui a le ownership du projet du côté client, qui va communiquer avec toutes ces personnes-là, puis qui va nous rassembler l'information, puis qui va la communiquer à nous. Si on travaille en silo dans une transformation numérique, c'est un gros calvaire. Ouais, c'est arrivé une couple de fois cette année, là, puis sérieusement, je le prends sur nous parce que je pense que les acteurs de transformation numérique, c'est pas juste d'implanter des logiciels, c'est qu'il faut outiller le client à être capable de vivre sa transformation numérique. 30% des projets de transformation numérique au Québec réussissent. 70% d'échecs. Je veux dire, imagine le cash qui est mis dans les poubelles. Sauf que le 30% qui réussit pogne un edge d'efficacité qui fait en sorte que les autres sont plus capables de suivre. Oui. Je pense qu'il faut qu'à un certain niveau, qu'il y ait plus d'entreprises qui aient de la chance puis que ça fonctionne leur affaire. Fait que c'est brutal à quel point que si tu n'as pas un comité de gouvernance, si c'est pas dans ta planification stratégique, si tu n'as pas prévu le temps que ça allait prendre, si tu n'as pas de leadership dans ta transfo. Tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose, je m'excuse de le dire en ondes, mais tu as dit, il reste juste moi qu'il faut que j'embarque dans mon système. Oui. Techniquement, quand le propriétaire d'entreprise n'est pas impliqué dès le départ, on est à 25 de taux de réussite. Oui. C'est le propriétaire de l'entreprise qui doit en premier embarquer dans le système parce que un boss, quand c'est vendu à quelque chose, là, le monde suit. Là. Oui. Tu sais, c'est pareil pour Scaling Up. Oui. C'est comme si tu disais, hey, on a une compagnie de 100 employés, on va implanter Scaling Up dans tel département. Oui. Mais techniquement, tu commences par la direction. Oui. Eux autres adhèrent à ça, trippent, puis après ça, ils poussent par en bas. Tu sais. C'est clair. Fait que c'est mais juste dire, c'est moi qui voulais monder dans l'entreprise. Oui, c'est correct. Je voulais monder, mais j'avoue qu'ils sont meilleurs que moi présentement, puis là, il faut que je rattrape le gap. C'est pas, tu sais, ça arrive souvent, puis à un moment donné, on a tous nos focus, puis tout ça, là, mais c'est mais vraiment difficile. C'est ça, t'as raison. Fait que c'est ça part d'en haut, puis tu peux pas penser que les autres vont le faire. Faut que tu te mettes le nez dedans, faut que tu comprennes, faut que tu veuilles. Puis si tu le fais pas, ça ralentit. Puis aujourd'hui, les deux accélérateurs de croissance, parce que moi, tu sais, dans la structure Scaling Up, je travaille toujours en coaching selon 4 décisions. Fait que là, il faut que tu aies les bonnes personnes aux bonnes places, les individus, la bonne stratégie, la bonne exécution, puis les liquidités pour arriver. Mais je dis tout le temps, il y a 2 accélérateurs. C'est exactement ce que tu nous as parlé aujourd'hui. La culture va être un accélérateur de croissance et la technologie. Si tu as une culture forte, puis tu es capable d'utiliser la technologie au profit pour atteindre tes objectifs, puis que tu investis le temps et l'argent et tu investis des ressources pour faire ce changement-là, c'est sûr qu'à la fin, tu as un avantage distinctif, puis tu vas avoir une croissance beaucoup plus rapide que les autres. Oui, ça, c'est... Encore une fois, tu sais, on a fait les Growth Games là, à l'automne. Ça s'appelait les Growth Games 4, qui sont des événements, puis c'est culture et technologie. Fait que, tu sais, je suis 100% dans ton sens à ce niveau-là. Maintenant, il y a, tu sais, le concept là, de comment ça s'appelle... les entreprises qui ont juste un propriétaire. J'ai lu le livre, là, justement, il y a pas long là-dessus. Company of One. OK. Que c'est des entreprises qu'il n'y a pas tant d'employés, mais que ça génère des revenus substantiels avec une très haute marge de profit. Tu sais. Ben, c'est un peu le cas de ton entreprise, je pense. Puis les Company of One qui s'appuient sur la technologie puis mettent en place une culture d'autonomie, que les acteurs de l'entreprise sont autonomes, c'est fou, là. Tu sais, puis c'est un peu le mindset de Gros avec nos studios. Oui. C'est qu'on se dit, on bâtit un studio, on met quelqu'un actionnaire de cette affaire-là. Il y a comme 8 à 12 personnes par studio. Ils ont une très grande autonomie. Ils ont mission, vision, valeur. Ils ont des objectifs, des budgets, puis tout. Mais après ça, c'est la culture de Gros, plus nos outils technologiques qui font en sorte que ces studios-là peuvent performer puis aller à une bonne vitesse. Mais encore une fois, c'est beau de parler de ce qu'on parle aujourd'hui, mais la transformation numérique, c'est crissement difficile, honnêtement. Oui, c'est pas facile. C'est fou, là. C'est pas facile. Non. Fait que là, dans le fond, on arrive déjà à la fin. Y a-t-il quelque chose que tu as envie de dire à nos auditeurs, justement? C'est une bonne curveball, ça. Oui. Ben, je vous dirais, sérieusement, là, lisez Principles pour ceux qui sont capables de lire ce livre-là parce que ça fait faire une grande introspection sur l'importance de la transparence puis de... Bref, de Ray Dalio. Oui, vraiment. On va le mettre le lien dans nos notes. Game Changer. J'ai lu ce livre-là il y a 3 ans. Je viens juste de me le retaper encore. Puis là, je l'ai lu avec une certaine maturité qui est plus grande. Puis après ça, je dirais le point numéro 2, c'est travailler sur vous-même. Puis la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de focaliser sur avoir le plus de perception possible sur qui vous êtes. Fait que d'avoir des angles sur comment vous avez agi, comment vous êtes dans une situation, etc. Parce qu'on est les pires personnes, souvent,
pour savoir qui qu'on est puis comment qu'on agit. Puis le plus qu'on est aligné avec qui qu'on est puis ce qu'on pense qu'on est, le plus que les gens vont apprécier travailler avec nous autres, puis le plus facilement que ce que vous allez avoir comme vision va se réaliser. Fait que... C'est où qu'on reçoit le feedback ou la rétroaction honnête de nos gens? Toi, tu as réussi à l'avoir, ça. De mes employés. Exact. Peu importe t'es qui dans l'entreprise ou whatever, honnêtement, je me fais démonter à tous les jours. Oui, mais tu remontes, puis c'est justement, tu grandis, tu évolues là-dedans. C'est ça. Exact. Un coup que tu es dans ce beat-là de dire la souffrance, c'est correct, je vis avec, puis je veux le feedback très cru de mes employés sur mes décisions. C'est sûr que des fois, je regarde des messages dans Slack, justement, puis je suis là, ah si, OK, celle-là, il fait mal. Tu sais, comme je pensais que j'étais bon, là, puis OK, ouais, mais là, c'est que tu prends le temps de réfléchir, tu mets ton ego de côté, tu avances, tu continues, tu communiques, puis tu remercies les gens de te donner leur feedback. Cette transparence-là, puis cette capacité à souffrir-là, en fait, c'est juste ton ego qui souffre. Tu sais, un coup que tu vis avec, après ça avance vraiment plus vite. Mais Carl, merci infiniment. Plaisir. Un entrepreneur sans ego et ambitieux. J'adore ça. C'est toujours ma définition quand je choisis des gens avec qui je veux travailler. Alors, je te souhaite toute la liberté désirée pour le futur. Et ce n'est que partie remise pour reparler ensemble. On a plein de belles choses à partager. Absolument. Merci encore pour l'invitation. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.